Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, célébration de la Journée mondiale des télécommunications en Guinée, édition 2025. La rencontre placée cette année sous le thème « Égalité des genres dans la transformation numérique » a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Induction civilo-militaire, le ministre de la Défense nationale accompagné du secrétaire général de la fonction publique et de la directrice de la RTG étaient dans les centres de formation pour suivre l'évolution de ce programme initié par le CNRD. La Guinée abrite le championnat d'Afrique de boxe catégorie jeune. Plusieurs athlètes du continent participent à cette compétition, une manière d'évaluer leur performance et de décrocher des médailles. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Célébration en différé de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information à l'initiative de l'Union internationale des télécommunications UT, édition 2025, placée cette année sous le thème « Égalité des genres dans la transformation numérique ». La journée a été un moment de réflexion collective sur le chemin parcouru, les progrès enregistrés et les engagements à renouveler pour un développement numérique inclusif, souverain et durable. En Guinée, cette célébration a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Adi Kamara. Célébration en différé de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. L'égalité des genres dans la transformation numérique, c'est le thème choisi par les initiateurs compte tenu du rôle que joue la transformation numérique dans la redéfinition profonde de nos sociétés, nos économies, nos relations, bref, nos modes de vie. Il est donc essentiel de veiller à ce que la transition digitale soit inclusive et équitable pour les hommes et les femmes. Nous avons besoin de cohérence, de collaboration, de clarté d'action. Le temps des silos est révolu. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique ne réussira pas seul. Aucun acteur ne réussira seul. Il nous faut bâtir des conditions, des coalitions stratégiques, mutualiser les efforts, valoriser les talents, renforcer la régulation, favoriser les modèles économiques durables. Il nous faut créer une économie numérique guinéenne forte, juste, résiliente et tournée vers l'Afrique et le monde. Si cette révolution technologique offre des opportunités, elle met le curseur également sur des enjeux majeurs en matière d'égalité, notamment en ce qui concerne l'égalité des genres. Le système des Nations Unies et ses partenaires sont mobilisés et disposés à travailler étroitement avec le ministère des Postes, Télécommunications et Économie numérique pour déployer ces programmes en exploitant les opportunités numériques et l'innovation. Pour garantir la transformation numérique inclusive, il faut promouvoir des actions liées à l'éducation des filles aux sciences, à la technologie et à l'ingénierie, afin qu'elles s'adaptent très tôt à l'innovation. Le projet GIGA avec l'UNICEF, qui, à mon avis, me tient beaucoup à cœur, et le président de la République y attache une très grande importance. Parce que c'est une action de justice, c'est une action d'équité. Connecter nos écoles primaires dans les villes et dans les zones rurales est une ambition la plus louable, la plus démocratique au niveau classique, mais la plus moderne pour nous permettre d'utiliser le numérique aux fins de projets pédagogiques. Et vous alliez cela avec l'utilisation efficace et intelligente de l'intelligence artificielle pour que le savoir puisse être à la portée de tous, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, des villes et des villages. Ce sera un immense progrès. Et ceci a une autre portée, d'où la nécessité le plus rapidement possible, Madame la ministre, Monsieur le directeur général de l'ARPT, de réfléchir sur la manière la plus urgente de faire en sorte
que tout le territoire de la République de Guinée puisse être en mesure d'être connectable. Cela permettra à nos écoles primaires, à nos enfants, de manière équitable, d'avoir la science, la connaissance à leur portée. Cela nous permettra d'avoir le leapfrog qui permet de concrétiser l'indispensable nécessité de la refondation. Refondation de l'État, refondation de notre manière de faire, en d'autres termes, de notre mode de pensée. L'égalité des genres dans la transformation numérique n'est pas une option, mais une condition essentielle pour construire un avenir plus juste, plus durable et plus innovant. Toujours dans l'agenda du Premier ministre, chef du gouvernement, il a reçu en audience une délégation de la Cour pénale internationale conduite par le procureur général adjoint, M. Mam Mandiaye. Cette mission est venue saluer la volonté sans équivoque des autorités guinéennes dans la conduite du processus lié aux événements du 28 septembre et réaffirmer l'engagement de la CPI à œuvrer au renforcement des liens de coopération avec la République de Guinée. Au sortir de l'audience, l'émissaire de la CPI s'est prêté aux questions de la presse. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Suivez. Après l'ouverture du procès du 28 septembre, la CPI a signé un mémorandum d'entente avec la Guinée, donc mémorandum en vertu duquel nous avions donné tout notre accord par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler la complémentarité positive. Cette complémentarité qui signifie que la CPI laisse à la Guinée la responsabilité de prendre en charge ce procès qui au premier chef concerne les Guinéens, même si c'est des crimes qui avaient été commis et qui interpellent la communauté internationale dans son entièreté. Nous avons eu le plaisir de suivre le déroulement de ce procès, dont la première phase s'est très bien passée. Nous avons aussi suivi les préparations pour la seconde phase, qu'il s'agisse de l'appel ou même des dossiers qui se sont ajoutés. Tout cela, nous le suivons de très près. Bon, bien entendu, les dernières mesures qui ont pris aussi ont interpellé. Et nous étions venus aussi en discuter pour savoir quelle en était la cause, la portée. Et de tout cela, nous avons eu des échanges extrêmement importants. Et ce que je puis dire au terme maintenant de cet entretien, c'est que nous en sortons rassurés à beaucoup d'égards. Et aussi, nous avons convenu de choses qui permettront le renforcement de cette coopération jusqu'à la fin. D'abord du procès. Nous accompagnerons aussi pour voir la prise en charge la plus totale possible des victimes. Et ensuite, le dernier élément, même par rapport à toute cette documentation que nous avons reçue, et une documentation qui aujourd'hui, à notre avis, fait partie de la mémoire collective de la Guinée. Et nous allons décider ensemble de comment nous mettrons en fait toute cette documentation à la disposition de la Guinée, suivant des formes que certainement mes services vont discuter avec les services de M. le garde des Sceaux pour que en fait cette mémoire ne s'efface pas même après le procès. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Défense nationale accompagné du secrétaire général du ministère de la Fonction publique et de la directrice générale de la RTG vient d'effectuer une visite de travail au centre d'instruction de l'armée de mer situé à Mafereya et au centre d'instruction d'infanterie de Kindia. Ces deux centres accueillent actuellement plus de 1600 nouveaux fonctionnaires de l'État dans le cadre du programme d'induction civilo-militaire. Le point avec lieutenant Tamba Sekou Kamano. Le centre d'instruction de l'armée de mer, l'un des pôles de formation militaire du pays. Ici se joue depuis plusieurs semaines l'avenir de l'administration guinéenne. 1013 nouveaux agents de l'État, issus du dernier recrutement de la fonction publique, répondent à l'appel de la nation. Pour s'assurer de leur niveau d'apprentissage, le ministre de la Défense nationale, en compagnie du secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique et de la directrice générale de la RTG, se rendent sur le terrain. Ces jeunes ne sont plus simplement des civils, ils deviennent des soldats d'une administration nouvelle, les bâtisseurs
d'une Guinée moderne. Ces 4 semaines passées ici nous ont permis de découvrir aujourd'hui l'institution militaire. Nous avons appris beaucoup de vertus, dont entre autres le sens du devoir, la discipline. Ça nous a permis de renforcer nos capacités physiques à travers les activités sportives que nous effectuons là, afin d'être très endurants. La vie que j'ai découverte ici m'a donné de l'expérience. On nous a montré qu'on est que l'armée c'est la discipline. Nous qui avons l'habitude de nous réveiller tard pour aller dans les services, ici on se réveille tôt. Tout ça là pour nous apprendre comment on doit être un patriote. De Mafrenya, la mission s'est rendue au centre d'instruction d'infanterie de Kindia, où sont en formation plus de 800 nouveaux fonctionnaires de l'État. L'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara et sa suite sont reçus sous une pluie battante par le commandement de cette école. Depuis son lancement, le programme d'induction civilo-militaire est à son 3e contingent. Il devrait permettre au pays d'avoir des cadres patriotes prêts à servir la nation avec justesse et équité. Au nom de M. le ministre Faya François Bourouno, nous sommes venus dans les garnisons militaires pour qu'on emprunte des valeurs républicaines à l'armée. Ce sont des valeurs de discipline, de respect de la chose publique, de solidarité. Il est évident qu'un pays ne peut se développer que s'il dispose d'une administration publique vertueuse. Ce que nous souhaitons, c'est de profiter de cette période de refondation pour faire de vous un nouveau type de fonctionnaire, avec l'espoir que vous puissiez disséminer ces valeurs dans l'administration publique. Nous sommes sûrs qu'à l'issue de cette induction civilo-militaire, vous reviendrez comme des cadres prêts à travailler par amour et au service de la nation. Désormais officiers de réserve de l'armée guinéenne, ces nouveaux fonctionnaires ont bénéficié des cours militaires pour forger leur caractère. C'est en cela, le ministre de la Défense nationale est venu leur transmettre le message du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Votre contingent, c'est le rêve d'un homme, c'est le programme d'un homme, le général Doumbouya. Faire de la Guinée un pays prospère, un pays uni, un pays libre, un pays développé. Les acteurs de ce rêve, c'est vous. Faire de vous des citoyens, imbus de leurs valeurs, la République, instruits de leurs devoirs. Voilà comment vous serez, à vos sorties, des fonctionnaires exemplaires. Cette visite a été aussi marquée par les démonstrations des stagiaires en notes serrées, en démontage et remontage des armes et à l'exercice de tir. Avant de quitter Kindia, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité de la région. Il les a invités, avec leurs familles, à se faire enrôler dans le cadre du programme national de recensement à vocation d'état civil en cours dans le pays. Au niveau de la sécurité, après 5 semaines de formation intensive, la première promotion de la compagnie d'intervention de la police aux frontières a officiellement achevé son stage. Au total, 61 policiers, dont 16 femmes, ont suivi ce programme destiné à renforcer les capacités de cette nouvelle unité spécialisée de la police nationale. Reportage colonel Mori Kaba. Cette cérémonie, organisée dans l'enceinte de l'École nationale de police et de protection civile de Kabélé, marque la fin d'une formation d'élite. Elle concerne la CIPAF, compagnie d'intervention de la police aux frontières. Désormais formés, vous êtes les pionniers de cette force spécialisée. Portez haut les valeurs qui vous ont été transmises. Loyauté, vigilance, intégrité, rigueur. Le peuple de Guinée, notre peuple, attend de vous une posture d'excellence et de dévouement. Je suis vraiment très fier que cette unité ait pu être mise sur pied en si peu de temps, avec de tels résultats. Le projet va continuer d'appuyer la CIPAF en fournissant des matériels, notamment véhicules, matériel d'investigation aussi, matériel de surveillance. En tout cas, tout est lancé, les premiers véhicules devraient arriver ce mois-ci, je pense. La création de la CIPAF répond à un impératif majeur: sécuriser les frontières nationales et lutter efficacement contre les infractions transfrontalières.
Aux agents ayant bénéficié de cette formation, sachez que la sécurité de nos frontières requiert de vous une responsabilité majeure de chacun, une conscience professionnelle élevée et le sens aigu du devoir. Vous êtes les pionniers de la CIPAF, une compagnie qui est appelée à grandir en fonction des besoins, dont vous avez la charge désormais de porter haut le flambeau. Nous célébrons la fin de formation de la première compagnie d'intervention de police aux frontières. Une initiative salutaire qui cadre parfaitement avec la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour renforcer la sécurité à nos frontières et protéger nos populations. J'ai en tête une histoire qui illustre parfaitement l'importance de votre mission. Il y a quelques jours, dans une région frontalière, un groupe de trafiquants a tenté de faire passer illégalement de la drogue en quantité. Grâce à la vigilance et au courage d'agents de police frontières comme vous, cette tentative a été déjouée et le camion de transport a été arraisonné et mis hors d'état de nuire. Cette histoire vécue il y a juste 2, 3, 4 jours montre à quel point votre travail est crucial pour la sécurité et la prospérité de notre nation. Première du genre, cette unité est désormais chargée de contrer la menace terroriste, de lutter contre la fraude documentaire et la migration irrégulière. Des missions en parfaite adéquation avec les priorités du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement. Récupération des domaines spoliés de l'État. À Kankan, une vaste opération de déguerpissement est entamée dans le quartier Gare en face de l'université. Cette action vise à libérer les emprises des artères principales, souvent illégalement occupées. Le point avec Moussa Bangoura. Dans le cadre de la politique de récupération des domaines spoliés de l'État, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Mori Kondé, a lancé ce mardi 20 mai 2025 à Kankan une vaste opération de déguerpissement entamée dans le quartier Gare, en face de l'université. Cette action vise à libérer les emprises des artères principales, souvent occupées illégalement, et à assainir des zones identifiées comme criminogènes, entourées des autorités locales, du procureur de la République et des forces de défense et de sécurité. Le ministre a rappelé que cette opération s'inscrit dans une volonté de rendre la ville plus sûre, plus fluide et plus attrayante, notamment à l'approche de la fête de la Tabaski. Après plusieurs délais accordés aux occupants, l'État a décidé de passer à l'action dans le strict respect de la loi, a-t-il précisé. Depuis un certain temps, nous avons commencé une campagne de récupération et de sécurisation de certains domaines de l'État. Ce matin, nous sommes à Kankan, en face de l'université, où l'État a un domaine d'environ 30 hectares, qui est également une zone de criminalité. En coordination avec les services de sécurité, police, gendarmerie, protection civile et l'armée, et les autorités administratives et élus locaux, la délégation spéciale, le préfet, le gouverneur, nous avons sollicité également de monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan que ces opérations puissent se tenir afin non seulement d'assainir cet endroit, désormais faire disposer Kankan d'un espace qui peut abriter certains édifices. C'est pourquoi ce matin, avant de lancer les opérations, nous avons tenu à ce que monsieur le procureur soit sur le terrain, que les consignes soient claires avec les forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Leur mission est de protéger les agents de génie militaire qui sont déployés pour procéder au déguerpissement. Après, ici également, les équipes de la DATU, la direction de l'aménagement des territoires et de l'urbanisme et la direction préfectorale de l'habitat, ils vont se déployer également en ville
Parce qu'aujourd'hui, à Kankan, c'est très compliqué de circuler. Toutes les rues sont bondées, des petits marchés qui sont créés par-ci, par-là. Les emprises sont pratiquement occupées. La mobilité des citoyens est prise en otage par ces petits commerces. Donc, ils vont aussi se déployer dans toute la ville pour débarrasser tous ces encombrants physiques et permettre également à l'équipe qui est là pour l'aménagement des voiries de pouvoir travailler en toute sérénité et sans entrave et à la circulation des personnes et de leurs biens. L'appel que nous lançons est que ces personnes qui occupent ces domaines de l'État, ces emprises, puissent accepter de quitter librement. Un délai de 112 heures avait été donné. Ce délai est épuisé. Nous avons augmenté 24 heures qui est également épuisé. À partir de ce matin, vont commencer le déguerpissement. Nous ne voulons pas entendre après que des gens disent qu'ils n'avaient pas été informés parce que tout le monde a été informé par la commune. Et nous souhaitons que ce travail puisse se faire en toute sérénité et sans bruit, rien. Parce que nous le faisons, c'est pour l'intérêt de toute la ville de Kankan, c'est pour l'intérêt de la population. Donc nous appelons les personnes concernées vraiment à accepter de libérer ces emprises pour que la circulation puisse être très fluide. Également, rendre la ville beaucoup plus propre et attrayante. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Marwan Baldé, a de son côté insisté sur le caractère inaliénable des biens publics et la nécessité d'accompagner l'exécution de cette mesure administrative. Il salue l'initiative du ministère en charge de l'urbanisme qu'il qualifie de pilier dans la refondation de l'État. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation, notamment l'exécution de la politique nationale de développement de l'urbanisme et de l'habitat. Vous n'êtes pas sans savoir que dans une société sans les règles, sans le droit, c'est l'anarchie. Ma présence ici, c'est de veiller à l'exécution de cette réglementation relative à la récupération des domaines de l'État. Entendez-vous par domaine de l'État, c'est le patrimoine de l'État, le bien de l'État. Ça peut être un bien mobilier comme un bien immobilier. Et pour ce cas d'espèce, il s'agit de biens immobiliers non bâtis de l'État, qui sont occupés par des citoyens sans aucun droit ni la qualité. Alors, si le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a envisagé des mesures administratives de réglementation, c'est l'occasion de féliciter cette mesure envisagée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui veille à la protection du patrimoine public de l'État. Et le ministère public, nous lançons cet appel. Nous donnons des instructions aux services de sécurité, aux forces de défense et de sécurité, d'accompagner cette campagne de déguerpissement des emprises, des occupations de manière illégale, afin que cette opération ou ces opérations se réalisent conformément à la loi. Cette opération de déguerpissement marque une étape décisive dans la volonté des autorités de promouvoir un développement urbain ordonné et d'offrir aux citoyens un caractère de vie plus sain, sécurisé et structuré. Des opérations similaires se sont étendues à certains endroits de la ville pour rétablir l'ordre urbain. Conakry accueille aussi la réunion du comité des experts du CAMES en prélude à la 42e session du Conseil des ministres. Cette rencontre permettra à ces experts de faire une rétrospective des actions menées en 2024 et surtout de se projeter dans les années à venir. Diarra Diallo, Amarako Bassouma. À l'approche de la 42e session du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le comité des experts s'est réuni à Conakry pour préparer les grandes décisions qui seront soumises aux ministres. Cette rencontre marque une étape clé dans la dynamique de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le continent africain. Après ces 2 jours de travaux d'experts, nous allons avoir rapidement une journée intermédiaire qui va permettre de rencontrer les partenaires techniques et financiers du CAMES. Il y en a 20 au total qui sont présents à Conakry et avec qui nous allons discuter sur le financement et le partenariat de l'institution. C'est une session vraiment chargée parce que c'est un peu le bilan annuel. Mais ça permettra à la Guinée de prendre la présidence du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc durant une année,
les décisions de cette instance supranationale se prendront à Conakry. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alpha Bakar Bari, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette réunion, réaffirmant ainsi l'engagement des autorités guinéennes à placer l'éducation au cœur de leur politique de développement. C'est le lieu pour moi et au nom de mon département de remercier les hautes autorités pour la vision et les orientations stratégiques imprimées, les appuis opérationnels de tout genre qui ont permis à notre ministère de mener son programme de coopération régionale et de conduire les réformes en cours. Je saisis la présente opportunité pour vous réitérer, mesdames et messieurs, les membres du comité d'experts, mes hommages pour l'expertise africaine de haut niveau que vous ne cessez d'apporter à notre organisation commune. Pendant 2 jours, les experts venus des pays membres du CAMES vont examiner plusieurs dossiers stratégiques. Au programme, l'analyse du rapport d'activité du secrétariat général pour l'année 2024, ainsi que l'évaluation des projets de décision, résolutions et recommandations qui seront ensuite soumis à l'approbation des ministres. Au niveau de l'enseignement, toujours le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation MEPUA, en collaboration avec l'Association guinéenne des écoles privées, AGEP, a l'honneur d'informer les différents départements du secteur éducatif, les acteurs de l'éducation et l'ensemble du public que le retour triomphal à Conakry de nos 2 vaillants champions ayant brillamment représenté la Guinée lors de la 34e édition de la Grande Internationale de la Dictée Paul Gérin, PGL, tenue au Canada le 18 mai 2025, aura lieu le jeudi 22 mai à 20h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. À cette occasion, le MEPUA invite la presse publique et privée à accorder une couverture médiatique exceptionnelle à cet événement majeur pour le système éducatif guinéen. Le ministère saisit cette occasion pour féliciter nos 2 champions, leurs parents, leurs encadrants ainsi que leur établissement scolaire pour cette consécration mondiale qui témoigne de la qualité et de la vivacité de l'enseignement en Guinée sous le leadership affirmé du général Mamadi Doumbouya. Le MEPIA et l'AGEP encouragent tous les élèves guinéens à s'inspirer de cet exploit pour préserver dans la recherche de l'excellence et continuer à hisser haut notre cher pays. Conakry, le 20 mai 2025, signé le secrétaire général du MEPIA, Dr Youssouf Boundou Silla. Pas de répit pour le ministère du Travail et de la Fonction publique dans le cadre de la promotion du travail décent en Guinée. Les membres statutaires du Comité consultatif du travail et des lois sociales sont réunis à Conakry. Ils ont entamé les travaux de validation du projet de code de sécurité sociale révisé, un document qui vise à garantir une protection sociale universelle pour les secteurs d'activité dans le pays. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ces membres statutaires du Comité consultatif du travail et des lois sociales sont réunis autour du projet de code de sécurité sociale révisé et de certains textes d'application du code du travail. Plus de 30 ans après son adoption, la présente révision du document vise à doter le pays d'une législation de sécurité sociale renforcée qui prend en compte les changements et les évolutions en matière de couverture sociale. Le document que nous soumettons à votre examen est organisé en titres, chapitres et articles, facilitant ainsi sa lecture et sa compréhension. Chaque disposition a été rédigée avec le souci de la précision juridique et de la pertinence sociale, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales et en tenant compte de nos spécificités nationales. Au-delà des considérations juridiques, ce code devra donner aux organismes de sécurité sociale les moyens d'agir efficacement. Il doit leur permettre d'assumer pleinement leur rôle non seulement social, mais aussi économique en tant qu'investisseurs institutionnels, acteurs de financement des politiques publiques et garants de la solidarité intergénérationnelle. Il s'agit pour le ministère du Travail et de la Fonction publique de garantir à tous les secteurs d'activité, qu'ils soient privés, mixtes et informels, une protection sociale universelle. Ces instruments juridiques auront une portée de gouvernance qui nous permettra, en tant qu'élus syndicaux, de mieux défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière de Guinée,
C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre pierre à l'édifice. Le patronat attache une importance capitale à l'instauration d'un système de sécurité sociale moderne, équitable et durable. Nous sommes pleinement conscients que la protection sociale est non seulement un facteur de stabilité, mais aussi un levier de performance économique. Les réformes amorcées dans le domaine du travail en Guinée ont conduit à la mise à jour de plusieurs textes législatifs et réglementaires. L'ambition est de permettre aux travailleurs et aux retraités de tous les secteurs d'activité de vivre décemment. La dynamique du collectif des anciens membres du gouvernement CNRD sensibilise les populations sur l'importance des opérations de recensement à vocation d'état civil. À Conakry et à Kindia, ces anciens ministres vont à la rencontre des citoyens pour leur expliquer les enjeux liés à cet acte citoyen. Reportage Falilou Diallo. C'est une avancée majeure dans la sensibilisation des populations dans le cadre du recensement biométrique à vocation d'état civil à Conakry à Kindia. La dynamique du collectif des anciens ministres mène les opérations de sensibilisation. Dans le quartier Imbaya, Guillaume Awing est allé à la rencontre des populations pour rappeler l'importance de cet acte citoyen. Si tu cries partout, je souhaiterais que le général Mamadi Doumbouya continue ce qu'il a commencé. Ce souhait doit se matérialiser par un recensement et ce recensement doit être sanctionné par un vote. Mais si toi tu as passé toute l'année à sortir, à crier, à prouver à toute la Guinée que c'est toi qui as fait le plus grand soutien et qu'on ne te voit pas te faire recenser, pour moi ton soutien n'est pas un vrai soutien. À Kindia également, l'ancien ministre de la Culture est dans son quartier pour interpeller les consciences sur les enjeux liés à cette opération. Nous avons amené ici une imprimante, des paquets de cartons de papier rame, 2 motos et du matériel de sonorisation pour ceux qui font de la sensibilisation pour accompagner la commune. Je dis bien accompagner parce que on estime que l'État a fait le maximum, mais il y a toujours moyen pour un bon citoyen de venir compléter les moyens de l'État pour encourager l'État à travailler pour nous. Ici à Samaya, des kits de sonorisation sont remis au mouvement et associations de soutien aux idéaux du CNRD et de son président. L'idée de renforcer la mobilisation autour du PNRAVEC. La sensibilisation de proximité pour le recensement biométrique est une nouvelle stratégie du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Les membres de cette structure viennent de mener des séries de sensibilisation et d'information dans les différents quartiers de la commune de Lambagny. L'initiative accompagne le processus d'enrôlement en République de Guinée. Reportage Marwan Kamara. Depuis plus de 2 semaines, les membres du réseau des femmes du fleuve Manon pour la paix sont à pied d'œuvre pour mobiliser les citoyens au recensement biométrique. Les quartiers de Nongo Morikantea, Nongo Tadi et Nongo Village sont les premières étapes de cette activité citoyenne de sensibilisation et d'information. Sur les 14 quartiers que nous avons sillonnés dans la commune de Lambagny, les difficultés sont telles que c'est ce problème de documents d'extrait de naissance. Sinon, l'engouement y est. Beaucoup sont vraiment motivés à se faire recenser. Mais c'est ce manque d'informations-là, ce manque d'outils-là, mis à disposition qui fait que vraiment la population reste à la maison sans sortir se faire recenser. Cette nouvelle approche du réseau des femmes du fleuve Manon pour la paix vient renforcer la communication de proximité. Elle pourrait faciliter la compréhension sur le processus d'enrôlement biométrique enclenché par les autorités à travers tout le pays. Au cours de cette sensibilisation, on a invité 3 quartiers. On a invité la population à venir se faire recenser et ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance à ne pas rester, dire qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance. L'État a mis tous les moyens en place pour que vraiment toute la population qui a l'âge de venir se faire recenser. La population qui était ici présente a reçu des informations, d'ample informations sur l'importance d'aller se faire recenser. Que je sais que ça va encore motiver de plus la population à aller se faire recenser. Cette organisation féminine volontaire accompagne le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC pour doter chaque Guinéen d'une identité personnelle et numérisée.
Dans l'actualité encore, installation des démembrements de la Chambre nationale d'agriculture dans les préfectures de Mamoun, Dalaba et Pita. Cette nouvelle équipe issue de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement est chargée de gérer et de coordonner toutes les activités des producteurs de leur zone d'intervention. Reportage Mamadou Patebaldi. Au siège de la Chambre régionale d'agriculture, les bureaux préfectoraux de cette institution se retrouvent à l'occasion de la tenue de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de Mamoun. Réunis autour du bureau consulaire de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, l'objectif de cette rencontre est de procéder à l'installation des principaux acteurs chargés de gérer les destinées des différents bureaux issus de la Chambre nationale d'agriculture. Les élections se sont passées dans de meilleures conditions. Nous remercions le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La Chambre d'agriculture est composée de 4 filières: agriculture, élevage, pêche et foresterie. À l'issue de cette rencontre, les différents membres des bureaux préfectoraux de la Chambre nationale d'agriculture de la région ont été mis en place. Ils sont chargés de coordonner toutes les activités du monde rural évoluant dans leurs zones respectives pour un mandat de 5 ans. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir été choisi par mes confrères pour présider la destinée de la Chambre préfectorale d'agriculture de Mamoun pour les 5 prochaines années. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de pouvoir recenser d'abord, connaître les difficultés de tous les acteurs, de tous les producteurs à la base, de réorganiser les organisations paysannes pour qu'elles soient efficaces. La volonté du chef de l'État est d'être toujours plus proche des producteurs ruraux afin de les écouter et de leur apporter des solutions concrètes dans la droite ligne de sa vision. Permettre à chaque Guinéen de manger à sa faim. Mamoun, zone à vocation sylvo-agro-pastorale et environnement, regroupe plus de 85 000 producteurs. Avec l'installation de cette équipe, les espoirs renaissent avec à la clé l'amélioration des revenus et les conditions des producteurs, l'augmentation de la production et la promotion de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Il faut préciser que le secteur agricole guinéen vient de connaître une avancée significative avec le lancement de la toute première téléweb consacrée au monde rural, Rissa TV, et son objectif, donner une voix aux agriculteurs et leur permettre de partager leur expérience. Reportage Bakary Bambakonde. En Guinée, pendant que l'information et l'éducation sont essentielles pour le développement durable, la coopérative agricole Club Agri a franchi une étape importante avec le lancement de sa télé web dédiée exclusivement à l'agriculture. Une initiative visant non seulement à valoriser les communautés agricoles, mais aussi à rendre l'éducation agricole accessible à tous. Cette télé, c'est une voix pour tous ces agriculteurs. On va parler pas à leur place, mais vraiment pour eux, pour qu'on sache que l'agriculture, c'est une action vitale. Sans l'agriculture, on ne mange pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les remettre au milieu des priorités de la Guinée. Rissa TV devient ainsi la première télé agricole du pays. Elle se veut un espace d'échange et d'apprentissage où les agriculteurs peuvent accéder à des informations sur les meilleures pratiques agricoles, les techniques de culture durable et les innovations technologiques à travers des émissions hebdomadaires et des reportages sur le terrain. On va inviter des experts de l'éducation, des experts dans la santé naturelle et on va aussi inviter des gens qui ont réussi dans l'agriculture. On va aussi aller sur le terrain quand il y a des activités concernant l'agriculture, on va se déplacer ou on ira à l'intérieur aussi voir comment se portent les agriculteurs dans les communautés locales. Outre l'agriculture, l'éducation et la santé naturelle seront des piliers thématiques de la nouvelle télé. Déjà, elle a signé une convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et l'ISAV de Farana, d'où l'accompagnement des autorités administratives. Le gouvernement accompagne déjà l'agriculture et accompagne le système éducatif. Donc nous ferons tout notre possible pour que cette télévision
puisse jouer son rôle d'éducation, de promotion de l'agriculture et de la santé nutritive. La création de cette télé-web par la coopérative Club Agriculture de Guinée représente un tournant dans le paysage agricole guinéen. En valorisant les communautés agricoles et en rendant l'éducation accessible, elle promet de porter la voix du monde rural, mais aussi participer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays. La Guinée s'ouvre davantage aux investisseurs étrangers. Un groupe d'opérateurs économiques franco-turcs séjourne dans le pays depuis 72 heures. Ils sont en Guinée pour explorer les opportunités d'investissement. De groupe, c'est le nom de la société. Elle est implantée dans 40 pays à travers le monde. Reportage Mohamed Aïcha-Silla, Mohamed De Camara. Des investisseurs franco-turcs s'intéressent à la Guinée. Ils évoluent dans des domaines variés, de la pétrochimie pour des lubrifiants de qualité supérieure, en passant par des matériaux de bâtiment et l'aménagement urbain. En tout, 6 axes sont privilégiés par des groupes. En termes de société, nous avons certains produits, on est fabricant de différents secteurs d'activité dans différents axes. Donc ça va permettre un développement énorme. On est divisé en 6 axes, donc on a les axes pétroliers, donc lubrifiants et huile moteur. Nous avons les axes immobiliers sur les produits de construction pour les infrastructures et les ponts. Nous avons les axes d'ameublement, donc tout ce qui est mobilier pour les collectivités, pour les promotions immobilières. Aguerri par 27 ans d'expérience, ce groupe évolue dans 40 pays à travers le monde. Aujourd'hui, ce projet de partenariat gagnant-gagnant est facilité par un Guinéen installé en France, appuyé par l'ambassade de Guinée en France. C'est rare de voir aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire à l'étranger, qui ont cette idée. Donc aujourd'hui, sincèrement, je ne serais pas là aujourd'hui sans leur effort, sans leur engagement et sans la confiance aujourd'hui de la société qui appuie aujourd'hui, qui n'arrête pas de m'appuyer depuis plus des années. Et je profite pour prouver que j'ai l'intérêt que je porte à mon pays. Au ministère des Transports, à la Société navale guinéenne et au port autonome de Conakry, des contacts sérieux et fructueux ont permis d'explorer des opportunités en vue de l'implantation de cette société franco-turque en République de Guinée. Naturellement, nous sommes résolument engagés à voir quels sont les compartiments sur lesquels on peut coopérer. Il y va de l'intérêt des deux pays. Donc on va examiner ces quelques axes. On verra la mouture à trouver pour pouvoir formuler quelque chose. La vocation des autorités au plus haut niveau est de faciliter l'implantation des opérateurs économiques par le biais de l'instauration d'un climat d'affaires attractif susceptible de favoriser de façon dynamique l'éclosion des partenariats publics-privés. Santé, bientôt un diplôme de médecine hospitalière en Guinée. Le service d'urgence constitue le premier maillon de la chaîne hospitalière. C'est en cela qu'il doit être renforcé et crédibilisé par la capacité des agents qui y travaillent, d'où l'idée de créer des diplômes pour des postulants à ce service par le ministère de la Santé. Le point avec Nabi Kamara. Vers l'institution d'un diplôme de médecine d'urgence en Guinée, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en a fait une priorité. Pour lui, c'est une façon d'améliorer la qualité de ce service qui constitue l'unité du centre hospitalier. À l'analyse situationnelle de cette problématique, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de compétences et de formation des agents. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'expertise du CEA, de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers la faculté de médecine, afin d'instaurer un diplôme d'urgence en Guinée avec l'appui d'Expertise France. Il est important de rappeler que cette initiative de création du diplôme universitaire en médecine d'urgence et en soins infirmiers d'urgence dans le cadre du projet Urgence hospitalière en appui à la lutte contre les 3 pandémies. Le cœur du projet, c'est le renforcement des ressources humaines en santé qui va aboutir à la création du diplôme universitaire en médecine d'urgence et en soins infirmiers d'urgence. Et ensuite, il y aura de la formation
continue. Il s'agira de former tout ce qui est acteurs communautaires pour nous permettre de faire du référencement du milieu communautaire jusqu'au milieu hospitalier. Aujourd'hui, il s'agit de former des médecins aptes et disponibles pour relever ces défis auxquels nos centres hospitaliers sont confrontés. Avec cette formation, on va essayer de ressortir les compétences et aussi quels sont les modules utiles qu'on peut inclure dans notre médecine d'urgence et soins d'infirmiers d'urgence. Le projet Urgence hospitalière, donc du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est venu à point nommé. Santé encore, la cataracte constitue un véritable problème de santé publique. Pour renforcer la prise en charge des personnes affectées par cette maladie en Guinée, une campagne de chirurgie gratuite est lancée au quartier Somaya dans la préfecture de Koya. Le programme est porté par l'équipe de la clinique médicale Nema Albert Lama. Reportage Mangue Dantumasuma. Au quartier Somaya dans la préfecture de Koya, plusieurs patients souffrant de cataracte bénéficient d'un accès gratuit aux sciences visuelles. Cet accompagnement vient appuyer les efforts du gouvernement pour réduire significativement cette affection qui est l'une des principales causes de la cécité. La campagne est initiée par l'équipe de la clinique médicale Nema Albert Lama. Pour accompagner M. le Président dans sa politique de bonne gouvernance, nous, l'équipe de la clinique médico-chirurgicale Nema Albert Lama, organisons cette campagne de prise en charge gratuite des aveugles de la cataracte afin qu'ils retrouvent leur liberté pour participer au développement socio-économique de notre pays. Cette caravane humanitaire répond aux besoins pressants de prise en charge des cas de cataracte, en particulier chez les personnes défavorisées. J'étais en difficulté de vision de cataracte. Mes remerciements au docteur Lama, à son équipe de travail. Au ministère de la Défense nationale, nous saluons cette initiative noble parce que nous sommes très bien placés pour connaître les problèmes de santé. Nous faisons face continuellement à des questions d'évacuation sanitaire. Cette campagne vient limiter ces évacuations qui sont souvent l'occasion de grandes saignées économiques. Selon les spécialistes, dans les pays à faible revenu, 9 personnes aveugles ou malvoyantes sur 10 présentent une affection qui aurait pu traiter. Un constat qui prouve à suffisance que des mesures préventives prises par la clinique médicale Nema pourraient contribuer à la promotion de la santé oculaire dans les différentes localités du pays. À l'AB, l'ANAFIC appuie le programme de développement des collectivités. À son actif, plusieurs infrastructures dans les CRD de la préfecture de l'AB. Reportage Sarafdin Diallo, Marwan Kamara. L'ANAFIC s'affirme comme un outil clé du développement local en Guinée. Dans la région de l'AB, son impact est tangible. Les 55 collectivités bénéficient de projets concrets et certaines communes rurales comme Garambé, Daralabé et Afia en sont des exemples éloquents. Nous avons choisi une action qui concernait la clôture et une adduction d'eau au niveau du centre de santé de Afia. Donc aujourd'hui, ces travaux ont été réalisés et nous sommes vers la fin. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Avant, on cherchait l'eau de loin. Mais maintenant, là, ils ont créé un forage. Donc, ça nous a beaucoup plu. Comme on va rester ici 24 heures sur 24, la population va en bénéficier le centre de santé. À Garambé, des infrastructures flambant neuves ont vu le jour. À Daralabé, les habitants saluent l'arrivée de services de base autrefois inaccessibles. Et à Afia, les travaux en cours annoncent des jours meilleurs pour les communautés locales. Au-delà des réalisations concrètes, d'autres projets sont en cours pour renforcer la gouvernance locale et améliorer les services de base. Le centre de santé sera opérationnel 24 heures sur 24 parce que cela va autant dire que le personnel, il y aura de garde. Donc, ça veut dire qu'à tout moment qu'un citoyen est dans les besoins d'une prise en charge, peut se rendre au centre de santé de Garambé pour pouvoir bénéficier des soins de qualité et à proximité. Le ministère de l'administration du territoire, à travers l'ANAFIC, redouble d'efforts pour impulser un véritable changement à la base. Santé, éducation, voirie, aucun domaine n'est laissé de côté.
L'objectif est clair, faire des collectivités locales des moteurs du développement national. Dans l'arrière-pays, toujours, l'université de Nzérékoré ne cesse de poursuivre son élan de réforme et de modernisation. Après d'importantes réformes structurelles mises en œuvre, le rectorat affiche clairement sa volonté d'améliorer la mobilité du personnel enseignant. C'est dans cette dynamique que des motos ont été officiellement remises à des enseignants de l'université pour faciliter leur déplacement. Reportage Mohamed Salioupaï. Cette cérémonie de remise de motos aux enseignants pour leur mobilité a été également marquée par la présentation des médailles remportées par l'Université de Nzérékoré aux derniers Jeux universitaires organisés à Kindia. Ces distinctions, fruits des efforts et de l'engagement des étudiants dans différentes disciplines sportives, témoignent du dynamisme de la vie universitaire et du rayonnement croissant de l'institution. Sincèrement, de satisfaction, de joie totale immense. Et je dis grand merci à monsieur le recteur pour nous avoir, n'est-ce pas, offert ces bijoux, ces cadeaux pour permettre, n'est-ce pas, de s'améliorer un peu plus dans notre travail. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du cadre de travail et d'enseignement de nos anciens chercheurs. Tout ceci conformément à la stratégie de qualification de notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soutenu par le chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Ce temple du savoir qui a mobilisé du beau monde a permis aux nouveaux fonctionnaires récemment intégrés à la fonction publique d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement, aux autorités administratives ainsi qu'aux représentants syndicaux pour leur soutien inestimable dans la promotion de l'excellence au sein de l'université. Au nom des 26 nouveaux engagés de l'université de Nzérékoré, je tiens à remercier chaleureusement tout le personnel de l'université de Nzérékoré en général et en particulier la section syndicale pour la défense de nos dossiers jusqu'à l'engagement à la fonction publique. Ce que j'ai à dire, c'est un remerciement de monsieur le recteur et son entourage par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour le bon rayonnement de l'université de Nzérékoré. Aussi, on l'encourage à ce que vraiment cette dotation soit continuelle. À travers ces innovations, l'université de Nzérékoré continue ainsi de tracer la voie d'un enseignement supérieur inclusif, performant et résolument tourné vers l'excellence. Sport, la Guinée organise le championnat d'Afrique de boxe catégorie jeune. Depuis samedi, les athlètes ont rallié Conakry pour la compétition. Lundi, la cérémonie officielle a été lancée par le président de la Confédération africaine de boxe et le ministre de la Jeunesse et des Sports. Reportage Djibril Kamara. Au compte de ce championnat d'Afrique de boxe, 7 combats préliminaires sont déroulés ce mardi au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Sur les 7 combats, la Guinée a livré 3 et elle n'a obtenu qu'une seule victoire. L'Afrique du Sud, de son côté, elle n'a eu qu'une seule victoire sur 2 combats. Son objectif, c'est de gagner pour son pays, sa famille, ses parents, sa maman. Toutes les personnes qui l'ont supporté ont cru en lui. Je suis très content de lui. Et je suis très content du public guinéen aussi. Nous sommes venus pour ça, pour ramasser les médailles d'or. On n'est pas là pour battre, on est là pour combattre. Conakry, capitale africaine des sports de combat, le championnat d'Afrique de boxe des jeunes regroupe 9 pays africains. La réussite de cette compétition est un défi pour les autorités guinéennes. Le démarrage, ça se passe très bien, comme vous le voyez. Ça a commencé, c'est la boxe, c'est pas facile. Vous avez vu l'expression, la prestation des pugilistes des pays. C'est vraiment une satisfaction et c'est un bon départ pour la boxe juvénile africaine. La Guinée vient de rentrer aussi dans la compétition. Nous avons enregistré une victoire et je crois 2 défaites. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Ça permet à nos jeunes, évidemment, de se mesurer aux autres jeunes d'Afrique. Et ça, c'est important. Vous avez aussi vu le public jeune qui est arrivé en grand nombre. Les 9 nations engagées dans ce championnat d'Afrique de boxe vont s'affronter pour plus de médailles. Déjà, la Libye a fait 4 combats, 0 victoire. La Tunisie, 1 combat, 1 victoire. Pour le titre du champion d'Afrique, seule la nation ayant remporté plusieurs médailles d'or sera sacrée champion d'Afrique de boxe 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.